Parfait. Donc, je vais commencer. Donc, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Anthony Bernard, chercheur à l'INRAE de Bordeaux, dans une unité qui est dédiée à la biologie du fruit et à la pathologie. Donc, je travaille dans une équipe qui se focalise plutôt sur l'adaptation, la diversité et l'amélioration des prunus. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter d'où viennent les cerisiers, avec leur origine et leur domestication. Et je vais dériver progressivement sur ce que je connais mieux, à savoir l'utilisation de la diversité génétique pour nous aider à faire face au changement climatique. Donc j'ai essayé de proposer quelque chose de didactique, j'espère que ça va vous plaire. Alors on va commencer avec un peu de symbolique autour des cerisiers. Donc je ne vous apprends rien si je vous dis qu'au Japon, les cerisiers ont une importance culturelle toute particulière. En fait, chaque année au printemps, la floraison des cerisiers est l'événement le plus attendu. Et en japonais, il y a même un terme, ça s'appelle hanami, et qui veut dire regarder les fleurs. Donc à gauche, on peut voir une photo de Kyoto en mars 2024, et à droite, une photo de Tokyo. Alors cette tradition, elle date depuis des siècles, et les cerisiers sont très souvent représentés sur des estampes de l'ère Edo, donc datant du XVIIe siècle. Et en général, dès le mois de janvier, les médias communiquent les prévisions de ce qu'on appelle le front de floraison des cerisiers. Et donc, c'est l'avance progressive de la floraison du sud de l'archipel qui est plus précoce, au nord, qui est plus tardif, comme on peut le voir sur ce calendrier de 2024. En fait, on observe un décalage de plus d'un mois en raison des conditions climatiques entre le nord et le sud de l'archipel. Donc le printemps arrive plutôt sur l'île de Kyushu au sud, qui se situe aux mêmes latitudes environ que le Maghreb, tandis que le printemps arrive plus tard sur l'île d'Hokkaido au nord, qui se situe aux mêmes latitudes que le sud de la France. Alors ce phénomène est donc parfaitement cohérent. Les dates de floraison, elles sont influencées par les températures printanières. Alors ce qui l'est moins cohérent, en revanche, c'est quand on regarde l'évolution des dates de floraison, mais sur un même lieu et sur un pas de temps de plusieurs siècles. Eh bien, c'est l'étude qu'a menée Monsieur Aono, un chercheur de l'université d'Osaka, en regardant le pic de floraison des cerisiers à Kyoto. Donc, il a rassemblé des données à partir de journaux historiques depuis l'année 812 jusqu'à nos jours. Donc vous avez les années en bas en abscisse et le jour de l'année en ordonnée. Donc ici, 90 correspond donc à fin mars. Et en fait, on se rend bien compte de la précocité de floraison qui est exacerbée durant ces 20 dernières années. Et en 2023, on a même atteint le record de précocité, un record enregistré depuis l'année 812 avec un pic de floraison le 25 mars. Alors, quand on parle de la floraison des sakuras au Japon, on parle en fait de plusieurs espèces de cerisiers. Il s'agit d'espèces ornementales dites euh, à fleurs, comme Prunus sargentii, Prunus campanulata, Prunus cerulata, Prunus speciosa, Prunus subirtella et Prunus x iedoensis, qui est en fait une espèce hybride naturelle entre Speciosa et Subirtella. Donc, ces espèces de cerisiers à fleurs sont différentes des espèces de cerisiers à fruits que l'on a dans nos vergers. Donc, je vais revenir quelques minutes sur la classification des cerisiers. Alors, les cerisiers appartiennent à la grande famille botanique des rosacées. Au sein des rosacées, il y a environ 5000 espèces et une centaine de genres. On retrouve par exemple le rosier, le pommier, le poirier, la ronce qui donne les mûres et le fraisier par exemple. Et dans cette famille, il y a le genre Prunus qui regroupe notamment 5 fruits à noyaux très connus, les cerises, les prunes, les pêches, les abricots et les amandes. Alors, il existe plusieurs systèmes de classification, assez différents d'ailleurs entre l'Asie et l'Europe pour les prunus, mais on peut considérer la classification d'Alfred Reder, un botaniste américain d'origine allemande, pour y voir plus clair. Donc, au sein des prunus, il existe des sous-genres, dont le sous-genre Cerasus, qui regroupe les principaux cerisiers. Et dans ce sous-genre, il y a des sections, notamment la section Microcerasus, qui va regrouper plutôt des cerisiers dits arbustifs ou buissonnants. Il y a la section Pseudocerasus, qui regroupe l'ensemble des sakuras que l'on a vus précédemment. Et la section qui va nous intéresser aujourd'hui, la section Cerasus,
qui regroupe les cerisiers à fruits. Et les deux principales espèces connues et consommées sont la cerise douce, sucrée, Prunus avium, et la cerise acide, Prunus cerasus. Chaque espèce, on peut différencier deux grands types de fruits. Donc chez le cerisier doux, qui est sucré, on va distinguer des variétés de type Bigarreau, qui ont une chair ferme, et celles de type Guigne, qui ont une chair molle. Chez le cerisier acide, qui lui est plutôt utilisé en transformation, on a le type Amarelle au jus qui est peu coloré et le type Griotte au jus coloré. Mais on va se concentrer sur l'espèce Prunus avium, donc qui donne les fruits de bouche que vous achetez sur les étals des marchés. Alors, d'où vient cette espèce Prunus avium? Alors, pour bien comprendre, je vous propose de faire un bond dans le temps. Les dates sont évidemment très approximatives, mais juste pour rappel, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années et la première forme de vie serait apparue il y a 3,8 milliards d'années. Les plantes se séparent des animaux il y a 2 milliards d'années et les premiers fossiles de végétaux terrestres remontent à 460 millions d'années. En se basant sur des preuves fossiles et des analyses phylogénétiques, les scientifiques ont pu proposer une sorte de chronologie concernant les cerisiers. C'est durant le Crétacé, en compagnie donc de nos amis disparus les dinosaures, que les rosacées ont commencé à diverger des autres rosales il y a environ 120 millions d'années. Ensuite, les prunus ont commencé à se séparer des rosacées il y a 92 millions d'années, avec une très grande diversification durant l'Éocène, donc de façon contemporaine à la diversification des mammifères, il y a environ 50 millions d'années, en Asie centrale et en Asie de l'Est. Donc le sous-genre Cerasus, donc les cerisiers, a divergé il y a environ 40 millions d'années, puis il s'est diversifié énormément il y a 15 millions d'années, notamment durant le Miocène et la formation géologique du plateau tibétain. Enfin, Prunus avium, donc notre cerisier doux, sucré, il s'est séparé il y a 5 millions d'années durant le Pliocène. Mais à cette époque, Prunus avium ne ressemble pas du tout au cerisier d'aujourd'hui. Il s'agit donc d'un cerisier encore sauvage que l'on appelle le merisier. Donc les merisiers ont un port qui est plus forestier, érigé, et les arbres possèdent des fruits plus petits que le cerisier, qui est la version donc actuelle domestiquée. Le merisier est également un arbre dont le bois est apprécié encore aujourd'hui en ébénisterie. Alors, sur cette carte, voici en vert l'aire de répartition naturelle des merisiers aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les merisiers et les cerisiers cohabitent dans le même espace. Alors, De Candolle, un botaniste suisse de la fin du 19e siècle, a observé de nombreux merisiers à plusieurs endroits indiqués par les points rouges. Donc la forêt de Gilan au nord de la Perse, en actuel Iran, puis en Arménie et au sud de la Russie. Il observe également la présence de merisiers partout en Europe, depuis le sud de la Suède jusqu'aux montagnes de Grèce, d'Italie et d'Espagne, mais en plus faible quantité. Des restes de noyaux sauvages donc datant du Néolithique et de l'âge de bronze, donc entre 6000 et 1000 ans avant notre ère, montrent que les merisiers étaient consommés autour du Danube, donc ici représenté en violet. C'est pour cela qu'avec toutes ces données, on estime que le merisier est originaire du pourtour de la mer Caspienne et de la mer Noire, et qu'il s'est dispersé ensuite à travers l'Europe, ensuite grâce aux oiseaux. Et c'est en lien avec le nom latin de l'espèce, Prunus avium, où avium justement signifie oiseau. Donc cela appuie l'hypothèse donc, du botaniste de Candolle, selon laquelle le merisier s'est répandu il y a bien longtemps sur toute son aire de répartition actuelle, bien avant sa domestication en cerisier. Et donc les merises étaient principalement utilisés comme source de nourriture, mais les arbres n'étaient pas cultivés, ils étaient seulement exploités. Alors souvenez-vous, sur notre échelle de temps, nous nous sommes arrêtés il y a 5 millions d'années, avec la séparation des merisiers. Avant d'arriver au néolithique, il y a eu un événement déterminant dans l'histoire des plantes pérennes. Et c'est la dernière glaciation, il y a environ 20 000 ans. Donc à cette époque, la glace, elle recouvre l'Europe du Nord, les Alpes et les Pyrénées.
Et en fait, le reste de l'Europe n'est que steppe ou toundra. Et les plantes pérennes, eh ben, elles se sont réfugiées dans ce qu'on appelle les refuges glaciaires, donc notamment en Espagne, en Italie et en Grèce-Roumanie, ici avec la lettre R. Donc cela a complètement remodelé à cette époque la diversité génétique, et notamment lors de la recolonisation post-glaciaire. Donc pour avoir une idée plus précise des scénarios de recolonisation avant la domestication, eh bien, un des moyens est d'analyser la diversité génétique des populations dans toutes ces zones. Eh bien, c'est ce qui a été réalisé dans la thèse de Muriel Tavot, une chercheuse de l'INRAE de Bordeaux, il y a déjà 20 ans. Donc, c'est probablement l'étude la plus importante sur ce sujet, même si vous allez le voir, elle ne répond pas à toutes les questions. Donc, Muriel a analysé beaucoup de merisiers provenant de toutes ces zones avec le triangle rouge, donc principalement l'Europe de l'Ouest, mais avec quelques représentants de Roumanie, donc pour représenter les Balkans, et la Géorgie pour représenter le Caucase. Eh bien, elle a montré, via des analyses de diversité, la présence d'un gradient de diversité qui est très fort dans le Caucase et qui diminue pardon, peu à peu dans les Balkans pour diminuer encore plus en Europe de l'Ouest, où les populations sont finalement assez peu différenciées entre elles. Elle a aussi montré des allèles particuliers, donc des formes de certaines portions du génome, très présentes en Espagne et que l'on retrouve un peu moins dans le reste de l'Europe. Et puis elle a aussi trouvé des allèles spécifiques de Roumanie, donc avec les étoiles rouges, ici Espagne et Roumanie. Donc cette structuration en trois grands groupes distincts, avec l'originalité des merisiers roumains, suggère donc une origine différente entre les merisiers de l'Europe de l'Ouest et les Roumains. Donc, une hypothèse probable serait une vague de recolonisation très importante des merisiers depuis le Caucase jusqu'en Europe de l'Ouest, et le refuge d'Espagne aurait apporté quelques populations également particulières, mais dans une moindre mesure. Mais en revanche, le refuge des Balkans n'aurait recolonisé que très localement, en créant des populations différenciées uniquement dans cette zone. Il y a une autre hypothèse qui serait d'accorder beaucoup plus d'importance au refuge espagnol, duquel les Merisiers auraient recolonisé l'Europe de l'Ouest. Et le refuge du Caucase aurait été donc un centre dans lequel il y aurait eu moins de réduction de diversité durant la glaciation, et cette zone serait donc restée pendant très longtemps très diverse. Mais d'après la chercheuse, cette hypothèse serait beaucoup moins probable, et dans les deux cas, le refuge italien, ici, aurait eu un impact plutôt limité dans l'histoire évolutive des merisiers. Alors concernant maintenant la zone de domestication, il est très difficile de savoir si les cerisiers actuels proviennent d'une ou plusieurs populations de merisiers. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs domestications, donc dans une ou plusieurs zones recolonisées après la glaciation. Mais si on se penche un peu sur des récits historiques, il y a deux grandes hypothèses. Alors d'abord, selon Pline l'Ancien, donc le célèbre écrivain et naturaliste de l'Empire romain, c'est le général Lucullus qui aurait rapporté un cerisier domestiqué, donc meilleur que les autres, à Rome, lors de la bataille contre Mithridate aux alentours de 70 avant Jésus-Christ, dans la zone du pont Euxin. Ou bien le centre de domestication serait la Grèce antique, car le philosophe Théophraste, vers 300 avant Jésus-Christ, mentionne déjà la récolte traditionnelle de merises sauvages par les peuples des montagnes, avec l'existence de sortes, entre guillemets, dites meilleures. Donc d'après ces récits, on peut penser que la domestication se soit réalisée finalement en plusieurs lieux. Bien, pour valider ces hypothèses, on va retourner sur le travail de Muriel. Donc, elle s'est amusée en parallèle à comparer la diversité génétique des merisiers en rouge et des cerisiers, donc en bleu, cultivés dans les mêmes zones. Et elle a trouvé plusieurs choses. Elle a trouvé d'abord le fait que les cerisiers sont en général plus proches des merisiers de l'Europe de l'Ouest que de ceux des Balkans, par exemple. Et il y a localement, notamment en Espagne et en Roumanie, peu de différence entre les merisiers et les cerisiers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'hypothèse probable, c'est qu'il y a eu une domestication à l'ouest.
avec une expansion des cerisiers domestiqués sur toute l'aire de répartition. Et suite à cela, des flux de gènes entre cerisiers et merisiers auraient eu lieu localement et continuellement. Cependant, ce n'est pas vraiment en accord avec les récits historiques. C'est pour ça que une autre hypothèse serait une domestication dans le Caucase, ici. Il y aurait eu alors une perte de diversité des cerisiers, donc de Géorgie, par rapport aux merisiers. Et suite à l'expansion des cerisiers domestiqués sur l'aire de répartition, il y aurait eu, dans un second temps, des flux de gènes entre cerisiers et merisiers à l'ouest, pour expliquer la proximité merisier-cerisier. Il y a aussi une troisième hypothèse qui est beaucoup plus complexe, mais qui en fait serait au final la plus probable et qui consisterait en des domestications multilocales. Et la seule chose à retenir, c'est que un ou plusieurs événements de domestication auraient eu lieu et des flux génétiques à partir du merisier local euh, auraient été maintenus tout au long de l'histoire évolutive de l'espèce. Mais alors connaître précisément l'ordre des événements demanderait des échantillonnages beaucoup plus importants et qui n'ont pas encore été réalisés par les scientifiques. Alors quoi qu'il en soit, la diffusion ultérieure du cerisier en Europe serait l'œuvre des Romains, dont l'empire représentait bien plus que cette zone verte de l'aire de répartition à l'époque. Donc les Romains maîtrisaient bien la technique du greffage, ce qui a permis de multiplier des génotypes intéressants. Et en fait, les premières traces de culture de cerisier en verger auraient été réalisées dans le sud-ouest de l'Angleterre, donc sous occupation romaine, environ vers 60 après Jésus-Christ. Ensuite, durant le Moyen Âge, les vergers de cerisier étaient très présents en Allemagne, et la cerise rentre dans les menus en France, en dessert ou bien cuite ou crue dans le vin. Et des études archéologiques du côté de Tours montrent même l'existence potentielle de plusieurs cultivars dès le XVIe siècle. Et enfin, les cerises ont été apportées en Amérique plutôt au cours du XIXe siècle. Alors, si les cerises sont cultivées depuis 2000 ans, l'amélioration génétique en tant que telle, elle est plutôt récente et elle a démarré au début des années 1800. Par exemple, la variété Bing, elle a été créée en 1875 par Seth Lewelling, un arboriculteur de l'Oregon. Et il faut savoir que Bing est toujours très cultivée aujourd'hui aux États-Unis et elle a été utilisée comme parent pour de nombreuses variétés modernes. En fait, l'adaptation des cerisiers durant les derniers siècles a évolué vers un réservoir intéressant de diversité génétique au niveau local. Et au cours des années 1900, il y a eu plusieurs programmes d'innovation variétale qui ont débuté principalement chez des pépiniéristes privés ou au sein de stations de recherche, notamment aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et en fait, bon nombre de ces variétés locales font partie à la fois de la production locale encore aujourd'hui, mais aussi et surtout de l'histoire de la sélection des variétés modernes. Il existe encore aujourd'hui une grande diversité disponible en Europe, avec par exemple des milliers de variétés locales mentionnées dans la base de données européenne ECPGR, qui en fait regroupe les informations des ressources génétiques présentes dans les différents centres de conservation. Et en fait, les variétés locales, elles sont l'héritage de plusieurs générations d'agriculteurs et elles ont été façonnées par les anciens systèmes de production et la pluralité des cultures, mais culture au sens coutume. Mais cependant, il y a eu un goulot d'étranglement génétique euh, au sein de ces variétés modernes. En fait, des études sur la diversité génétique ont démontré une base génétique très étroite utilisée jusqu'à présent pour la création des variétés modernes. Et par ailleurs, les principales régions de production basent leur production sur un nombre très restreint de variétés. Et l'exemple le plus effrayant, c'est celui de la Turquie, qui est le principal producteur mondial, avec plus de 700 000 tonnes produites par an, mais qui fait reposer sa production à plus de 80% sur une seule variété, nommée 900 Zirat. Et parmi les variétés d'importance mondiale, donc juste en dessous, on peut remarquer que de nombreux parents sont en commun. Ils sont mentionnés avec la même couleur. Notamment, on peut voir ici Burla en orange, qui est une ancienne sélection française. Alors, je vous parle depuis le début de diversité génétique. Mais concrètement, comment elle se mesure, cette diversité? Eh bien, cette diversité, donc, qui est
présente encore chez le cerisier, mais réduite dans les variétés modernes, elle peut se mesurer à l'aide de marqueurs moléculaires. Les marqueurs moléculaires, ils traduisent le polymorphisme, c'est-à-dire les variations existantes entre les variétés au sein de leur génome. Et les marqueurs moléculaires qui ont été ou sont actuellement utilisés sont principalement de deux types. Il y a d'abord ce qu'on appelle les séquences microsatellites. Donc, ce sont des variations de motifs simples de l'ADN, donc de nucléotides, ici comme euh, le motif AC, qui est présent 2 fois, 4 fois, 6 fois ou plus selon les variétés, à un endroit spécifique du génome. Et donc, ce sont eux qui ont été utilisés, par exemple, dans les travaux de Muriel. Et puis, il y a les SNP, pour Single Nucleotide Polymorphism, qui, comme le nom l'indique, eh bien, représentent la variation d'un seul nucléotide. Alors, on les privilégie aujourd'hui parce qu'ils sont très très nombreux dans le génome et surtout, ils sont répartis tout le long du génome. Et ils se prêtent aussi à l'automatisation dans cette ère du big data. Alors aujourd'hui, les ressources génétiques sont conservées in situ ou ex situ au sein de centres de ressources biologiques. On peut citer par exemple le CITA en Espagne ou l'ICDP en Roumanie. Mais en ce qui concerne la France, eh bien, la collection de l'INRAE, elle est très importante et sa diversité génétique a été étudiée avec les SNP, donc les deuxièmes marqueurs dont je vous ai parlé. Donc plus de 200 variétés, aussi bien des variétés modernes que des variétés locales, provenant de 16 pays différents, ont été analysées. Et alors les résultats, qui sont résumés par ce graphique, montrent que la diversité disponible, eh bien, elle se répartit en plusieurs groupes. Des groupes qui sont liés au niveau de sélection, à la provenance géographique et au type de cerise. Par exemple, le groupe 1, ici en bleu foncé, comporte les variétés de type Bigarro, donc celles à chair ferme. Le groupe 7, ici en violet clair, est constitué des variétés espagnoles locales. Et le groupe 9, ici en vert gris, contient les variétés qui ont la caractéristique d'avoir une maturité précoce, par exemple. Et alors, ce qui est le plus important, on a remarqué que l'ensemble des géniteurs utilisés pour les programmes d'innovation variétale à l'INRAE bien, sont proches génétiquement. Alors ce n'est pas illogique parce que souvent la stratégie est de prendre des parents avec des bonnes caractéristiques, un gros fruit, ferme et sucré. Donc au final avec peu de diversité. Mais si on s'intéresse à la capacité de résilience de ces variétés face au changement climatique, on va voir un peu plus loin qu'il faudra changer de stratégie. Alors, les études de diversité sont aussi très utiles pour constituer ce qu'on appelle des corps collections. Une corps collection, c'est un sous-ensemble de la collection totale, mais qui permet de garder le maximum de diversité en un minimum de variété. Ainsi, en ne gardant qu'un représentant d'un groupe de variétés proches, par exemple, on peut constituer un réservoir de diversité à conserver en priorité, et ce sous-ensemble peut aussi nous servir à réaliser des analyses de génétique quantitative. Alors, la génétique quantitative, c'est une discipline qui nous permet de faire de l'amélioration des cerises et de créer des variétés plus résilientes face au changement climatique. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite sur cette partie, mais la génétique quantitative, c'est l'étude des caractères quantitatifs, donc ceux que l'on peut mesurer, comme la taille d'un être humain, par exemple, dans une population. Et dans notre cas, on s'intéresse aux caractères d'intérêt agronomique, comme le poids de la cerise, son taux de sucre, sa date de floraison, etc. Et si un caractère est quantitatif, alors cela signifie que plusieurs gènes le contrôlent. Et plus il y a de gènes impliqués, plus la variation du caractère est grande. Et c'est le cas, par exemple, dans une population humaine, du caractère taille. En fait, on a peu de gens petits, on a peu de gens très grands, mais beaucoup de gens moyens, ce qui forme ce type de courbe. C'est parce que plein de gènes sont en jeu pour contrôler la taille de l'homme. Alors, en génétique quantitative, on s'appuie sur ces fameuses corps collections parce qu'elles abritent de la diversité génétique et qui se traduit aussi souvent par de la variabilité dans les caractères. Donc, dans notre corps collection de cerisiers, on a des variétés qui produisent par exemple des petits ou des gros fruits qui sont plus ou moins sucrés. Et avec une corps collection, on peut faire de la GWAS. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais c'est tout simplement le fait d'étudier
les corrélations entre un caractère quantitatif, comme le poids de la cerise, et le polymorphisme du génome. Et donc pour ça, on a besoin des fameux SNP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si on prend une position quelconque dans un génome diploïde, donc avec des chromosomes qui vont par paire, comme chez le cerisier ou chez l'être humain, eh bien, la loterie de l'hérédité fait que l'on peut obtenir généralement trois versions. Par exemple, les deux chromosomes ont hérité du même nucléotide C ou T par les deux parents, donc on a les allèles CC ou TT. Ou bien les parents ont donné chacun deux nucléotides différents à cette position du génome et on obtient l'allèle CT. Donc chez notre cerisier, l'idée est de savoir s'il y a une corrélation entre les allèles de cette dite position et le poids du fruit. En d'autres termes, est-ce que les cerisiers qui ont l'allèle CC, par exemple, à cette position X du génome, ont tendance à avoir des petits fruits? Et ceux qui ont l'allèle TT en possèdent-ils des gros? Ou bien, est-ce que c'est le contraire? Et concrètement, comment on procède pour faire cette GWAS? Eh ben, on a besoin de caractériser donc, toutes nos variétés de l'accord collection pour le poids du fruit. Ici, par exemple, nos 150 variétés en ligne. Et puis, on a besoin des fameux SNP sur tout le génome. Donc, je vous épargne les détails, mais par exemple, il existe des puces à ADN qui permettent d'avoir donc, les allèles de 10 000, 100 000, voire des millions de positions au sein de tout le génome. Donc, en fait, on se retrouve avec ces deux grands jeux de données, en bleu et en vert. Donc, les données du caractère en bleu, avec en ligne les 150 variétés, puis les données du génotype en vert, avec en ligne toujours les 150 variétés, puis en colonne, les allèles des 10 000, 100 000, 500 000 SNP. Et donc ici, j'ai fait figurer un exemple fictif où il y a potentiellement une corrélation entre le SNP numéro 1, ici, et le poids du fruit. En fait, on peut voir facilement qu'il semblerait que les variétés qui possèdent la version AA, ici en rouge, eh bien, vont posséder plutôt des petits fruits, ici en rouge autour de 6 grammes, alors que les variétés qui possèdent l'allèle TT, ici en vert, semblent avoir plutôt des gros fruits, autour de 10 grammes. À l'inverse, le SNP numéro 2 ne semble pas du tout à première vue corrélé au poids du fruit, ni le 500 millième. Alors évidemment, quand on a plein de caractères en même temps, plein de variétés et plein de SNP, on ne peut pas calculer les corrélations une par une. Donc la GWAS passe alors par la création d'un modèle mathématique un peu complexe que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, mais après l'analyse, on obtient ce type de graphique. Et ici, c'est par exemple un des résultats pour le poids de la cerise, avec les 8 chromosomes qui sont représentés en abscisse, et chaque point est un des SNP, un des 500 000 SNP. Et ici, par exemple, j'ai potentiellement trouvé une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9 zones du génome en lien avec le poids de la cerise. Parce que si les points dépassent un certain seuil statistique, figuré ici, eh bien, ils sont corrélés au caractère. Alors bien sûr, il est rare de trouver directement le gène responsable car nous avons simplement quelques balises sur tout le génome avec les SNP. Et ça permet de dégrossir grandement les zones du génome qui sont potentiellement impliquées et surtout d'utiliser cette information pour la sélection de nouvelles variétés. Et aujourd'hui, donc, dans notre équipe de recherche, après de longues années de travaux conduits en génétique quantitative, eh bien, nous avons l'information de certaines zones du génome qui vont être en lien avec des caractères importants, comme la date de floraison, la date de maturité, le poids du fruit, la fermeté, la tolérance à l'éclatement suite aux pluies estivales, le taux d'acidité et la productivité de la variété. Donc si on reprend notre problématique du début, avec des cerisiers qui fleurissent de plus en plus tôt, eh bien on peut par exemple sélectionner dans les descendants hybrides d'un croisement entre deux parents, seulement ceux qui ont la bonne version du SNP. Ici par exemple, celui-ci à cet endroit en vert, il est lié à la date de floraison. Eh bien si on remarque que c'est l'allèle AA qui est lié à une tardivité de floraison, eh bien, on va pouvoir essayer de sélectionner seulement les hybrides qui ont l'allèle AA. Et on va éliminer ceux qui ont les allèles AC et CC. Et on aura des chances d'avoir un hybride qui aura une date de floraison tardive. Alors, cette précocité de floraison, elle n'est pas un problème que pour les sakuras du Japon. Les producteurs de cerises sont touchés par ce phénomène qui engendre des dégâts dus au gel printanier.
Et cela a été le cas à la récolte de 2024, par exemple, en Haute-Saône, puisque la floraison est de plus en plus précoce pour toutes les variétés. Eh bien, s'il y a un épisode de gel tardif, les organes ne sont plus protégés dans les bourgeons et c'est la catastrophe. Donc voilà une belle illustration de l'utilité de la diversité des ressources génétiques pour trouver les zones du génome liées au caractère, mais aussi pour piocher des parents intéressants pour faire de nouveaux croisements, comme des parents qui possèdent une date de floraison plus tardive. Alors pour créer une variété résiliente face au changement climatique, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il faut prendre en compte une foultitude de caractères. Mais vous avez compris le principe. On peut sélectionner pour chaque caractère des allèles intéressants. Alors pour finir, voici un résumé des informations à retenir. La forme sauvage et la forme domestiquée du cerisier sont de la même espèce, Prunus avium, contrairement à bon nombre d'autres prunus. Le merisier est originaire donc du Caucase et il aurait été disséminé par les oiseaux en Europe. La domestication du merisier en cerisier a probablement été réalisée en plusieurs lieux dans le Caucase et en Europe, avec un flux de gènes continuel avec le merisier. Une fois les premières formes améliorées identifiées, il y a eu une diffusion de ces formes améliorées par les Romains et la diversité génétique du cerisier, aujourd'hui, donc elle est moins importante au sein des variétés modernes, ce qui est un problème, mais elle est utile pour identifier les zones du génome corrélées au caractère et elle représente un réservoir pour la sélection afin d'apporter la résilience de la cerisiculture face au changement climatique. Donc voilà, voici les références. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a plu.